Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi, pour changer. Là il va être 9h, il est 8h50 exactement. Et du coup j'ouvre ce nouveau vlog maintenant, simplement parce que hier j'ai enfin fini le montage de l'autre. Je suis à jour, il me reste quelques vérifications, la miniature à faire et puis je pourrais le publier. Je vais le publier aujourd'hui ou demain grand max. Donc voilà, on est reparti pour quelques jours ensemble. Ce matin, je vais m'entraîner. Normalement, c'est un jour off, mais j'ai switché avec hier parce que il y avait plein de routes barrées. Il faisait un truc dans la ville, je sais pas quoi. Donc, c'était en plein sur mon trajet. J'ai dit, vas-y, je me prends pas la tête. En plus, ça m'a permis de bien avancer sur le travail pour être un petit peu plus sereine ici. Donc, voilà. Dernière séance bas du corps. Je rigole à chaque fois parce que j'ai l'impression de vous dire que je fais que des bas du corps, mais c'est pas faux quand même. J'ai 3 bas du corps, 1 haut du corps par semaine et du coup je m'entraîne 4 fois. Bref, du coup, ouais, entraînement ce matin, j'enchaîne avec 10 minutes de cardio post-training, je fais 10 minutes d'escalier et je ferai un petit peu de posing. Et après ça, il faut que je passe en course aussi. Et cet après-midi, j'ai encore pas mal de taf, donc ce que je vous disais par rapport au vlog, j'ai aussi des mails à préparer, les bilans du jour, enfin voilà, j'ai de quoi m'occuper, de l'administratif aussi. Sinon, ce que je peux vous dire, parce que j'ai pas filmé ces derniers jours, j'étais occupée à faire du montage et du coup je voulais pas refilmer tant que c'était pas fini. Sinon ça me met trop de pression et le retard s'accumule en fait, donc j'aime pas. Mardi j'ai eu mon bilan avec Mika. Ouais, c'était positif de mémoire. On n'a pas fait de changement. En fait, il voulait qu'on bascule sur des calories brûlées plutôt que du temps de cardio. Donc par exemple, là le matin, je fais 20 minutes de vélo et en gros, l'idée ce serait de basculer sur 200 calories brûlées. Donc, j'ai essayé, sauf que ma montre, c'est de la merde. Genre les BPM c'est pas du tout fiable, l'activité physique elle est pas du tout fiable. Il me disait que je brûlais 13 calories je crois pour mes 20 minutes de vélo. Donc voilà, enfin de la merde quoi. Moi la montre je l'avais achetée sur Amazon 30 balles et ça me servait vraiment à compter mes pas. Juste à compter mes pas, regarder au niveau du sommeil aussi, ce que je trouvais quand même assez fiable. Mais voilà, tout n'était pas fiable, ça c'est clair. J'ai fait des tests en fait pour trouver à l'intérieur de la montre des programmes plus fiables, mais ça change rien. Donc voilà, mais par contre Cora, elle m'a prêté son ancienne montre dont elle ne se sert plus. C'est une Garmin, donc pour le coup c'est quand même une très bonne marque, donc là c'est censé être fiable. Donc j'ai fait des tests de transition, donc hier, hier j'avais les deux montres à mon poignet pour voir et comparer un petit peu. Donc ce que j'ai vu c'est que effectivement la Garmin est clairement plus fiable, mais quand même sur le vélo j'étais surprise de voir que je dépensais si peu de calories quoi. Je fais 20 minutes et j'arrive à du 60 calories brûlées. Donc voilà, ce matin j'ai transitionné complètement sur la montre parce que bah faut le faire un moment, même si ça me fait augmenter mon cardio, on va voir avec Mika, on va réajuster, je vais lui envoyer les données. Donc là ce matin j'ai fait 20 minutes de vélo, je suis arrivée à 65 calories brûlées, donc j'ai continué le vélo. J'ai fait 15 minutes en plus, ça m'a rajouté 55 calories de brûlées, donc j'étais à 120. Et après ça, du coup, je suis sortie pour promener Misha. On a fait, je sais pas exactement, j'ai pas regardé la durée. Mais en gros, j'ai fait 77 calories brûlées. Donc j'arrive à 197 calories brûlées pour ce matin sur 200. Donc bon, pour un premier jour, c'est bien, j'ai quand même bien ciblé. Je vais faire le point avec Mika parce que quand même, enfin, je sais pas, vous me direz, hein, mais je trouve ça quand même assez incohérent de se dire que je sais pas, j'ai dû marcher 30 ou 40 minutes avec Misha, en sachant qu'il s'arrête toutes les 2 secondes pour sentir, faire ses besoins, etc. J'ai brûlé 77 calories, donc c'est de la marche vraiment très tranquille. Hein. Et sur le vélo, cardio, où je vais viser quand même un 110 de BPM, je brûle que 65 calories pour 20 minutes. Je trouve quand même que c'est bizarre. Donc voilà, je sais pas, j'ai les données. Maintenant, on va regarder avec Mika, on va voir comment on les exploite et ce qu'on fait, si on part vraiment sur ça ou si on reste en temps. Et voilà.
Là, au niveau du poids, il est toujours stable autour des 49 kilos, donc il a des variations. Hier, j'étais à 49,5. Le lendemain d'une séance, généralement, j'ai quand même pas mal d'inflammation. Là, hier, j'ai fait repos, le poids est redescendu un petit peu, je suis à 49,2. Donc voilà, on verra demain, le lendemain de séance, si ça reste inflammé ou si ça descend du coup, vu que j'ai augmenté ma dépense énergétique ce matin. On verra. Et puis bah écoutez, c'est tout. Là, je vais aller prendre mon pré-training et j'enchaîne. Donc là, c'est mon pré-training. Ça va pas trop changer, il me semble. J'ai la crème de riz, donc là, j'ai séparé en deux, 30 grammes et 30 grammes. Ici, j'ai de la whey que je fais en mousse. Donc là, j'ai 20 grammes. J'ai 50 grammes de banane, 50 grammes de fruits rouges, 10 grammes de beurre d'amande. Si c'est ça qui a changé. Avant, j'avais du chocolat noir. Et toujours mes compléments, mon café. Voilà. Et toujours Micha au panier. Ouais, en fait, je suis en train de regarder et j'ai marché que 26 minutes avec Micha. On a fait un plus petit tour. On a fait 1 km 1. Donc 77 calories en 26 minutes. Ouais, enfin ça reste... Ouais. Ça fait 10 calories de plus que sur du vélo où j'ai un BPM plus fort. Donc ça reste quand même un peu incohérent, je trouve. Un peu moins du coup, mais un peu quand même. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Je vous reprends, il est 19h30. Je profite que mon dîner est en train de chauffer pour vous parler 2 secondes d'un truc. En fait, c'est pour vous updater par rapport à l'arrêt de ma pilule. Donc là, ça fait 2 mois que j'ai arrêté. J'aurais dû avoir mon cycle cette semaine. Je ne l'ai pas eu encore. Néanmoins, je sens que les hormones travaillent parce que franchement, toute la semaine, j'étais une épave. Vraiment, mais surtout à l'entraînement, en fait, je le sentais, aucune énergie, aucune force. Donc voilà, après, j'ai pas de SPM particulier, j'ai pas de symptômes, j'avoue. Mais, enfin, mis à part ça. Et voilà, ce côté un petit peu fatigue. J'ai pas de douleur particulière, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Je n'ai pas mes règles, je suis deg, enfin je suis deg. Je contrôle pas en fait. C'est juste que ça me fait bizarre de me dire que j'ai toujours eu mes règles, même pendant les 11 mois de prépa, où j'ai été très très basse en calories pendant des semaines, des mois. Je les ai jamais perdues en fait. Et là, maintenant que j'arrête la pilule, je les retrouve pas. Enfin, je les perds du coup. Je trouve que c'est assez... Ouais, c'est ça, c'est le comble en fait. C'est assez marrant, entre guillemets. Bon, après, c'est tout, c'est normal. Il faut que le corps se remette en route par rapport à ça. Quand on donne quelque chose à son corps pendant des années qui fait que ça substitue son rôle en fait, bah, le corps il se met en veille. C'est-à-dire que si on fait le taf à sa place, il a pas besoin de le faire. Donc là, il faut qu'il comprenne qu'il doit se réenclencher et bah, se remettre au travail, quoi. Et je pense que du coup, plus la prise de pilule a été longue, plus le corps met du temps, parce qu'il a été, entre guillemets, mis en veille pendant plus de temps. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, des retours que je peux avoir aussi, de partage d'expériences que j'ai sur Instagram notamment, et des autres témoignages que j'ai pu lire. Voilà. Et puis c'est pas parce que, mettons, je les ai le mois prochain que je les aurai le mois d'après. Ou que j'aurai un cycle régulier, je peux avoir un cycle très court, voire très très long. C'est pas parce que je les ai pendant 6 mois qu'il peut pas y avoir une rechute. Voilà, j'en sais rien, on verra. Je contrôle pas. En tout cas, je reste convaincue que ça reste une bonne chose d'avoir arrêté. Donc c'est tout, je vous tiendrai au courant. Et puis oui, après aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que chaque femme est différente. Donc il y a des femmes pour qui ça va repartir au bout de 1 mois. Il y a des femmes pour qui ça va repartir au bout de 3 mois. Au bout de 6 mois, on n'en sait rien, on est toutes différentes. Donc voilà, il y a juste à être patiente, à optimiser tout le contexte pour que le corps voilà, soit dans de bonnes dispositions.
Donc tout ça c'est déjà en place, on peut pas faire mieux, faire plus. Donc voilà, il faut attendre et voir. Je continuerai de vous en parler, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, je continuerai à vous tenir au courant par rapport à ça. Et puis bah écoutez, moi je vais aller manger devant Prison Break. J'ai recommencé Prison Break. Ça faisait des années que j'avais pas vu cette série. Enfin en fait je l'ai vue qu'une fois quand j'étais plus jeune. Et je l'ai pas vue entièrement. Je sais que j'ai vu la première saison pour sûr. Peut-être quelques épisodes de la deuxième saison. Mais là j'ai vu qu'il y avait 5 saisons. Donc c'est sûr que je suis pas du tout à jour. Et sinon on en parle du fait que la série elle a 20 ans. Là, c'est un gros coup de vieux pour moi quand même. Donc quand c'est sorti, j'avais 12 ans à l'époque, c'est un truc de ouf quoi. Ça a pas si mal vieilli, hein, franchement. Donc tous les épisodes en intégralité sont dispo sur M6 Replay. Donc ça c'est trop cool. Voilà, petit programme de la soirée. Je vous reprends, on est mercredi, là il est 9h. J'ai rien filmé depuis samedi je crois. Ouais c'est ça. Pour vous faire un petit récap, donc dimanche j'ai rien fait, j'ai travaillé le matin, l'après-midi j'ai vraiment coupé. J'ai pris du temps pour moi et pour ranger l'appartement, préparer la semaine, tout ça. Lundi, c'était horrible. J'étais dans un bad mood, un mental breakdown. Je vous expliquerai, mais enfin, il y a rien à expliquer. C'est par rapport au cardio, aux calories brûlées, je vous referai un topo sur ça. Mais c'était pas possible. Vraiment, lundi, j'étais à plat, aucune énergie, aucune force, aucune envie. Enfin voilà. C'était clairement un jour sans. C'est tout, ça arrive. Et ça arrive même en dehors de la prépa, c'est juste normal. Il y a des jours où on est moins dedans, il y a des jours où on est à fond, et puis voilà, c'est tout. Je voulais filmer pour vous parler de tout ça, de comment je me sentais et tout, et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Hier, pareil. J'ai couru après le temps. Aujourd'hui, c'est un jour off, je m'entraîne pas, donc j'aurai un petit peu plus de temps. Même si j'ai une journée déjà bien full, on va dire. Mais aujourd'hui, Mika m'a fait un carbs up sur ma journée de repos pour bien récupérer. Donc je voulais quand même vous montrer. Là, je vais prendre mon petit déj devant le dernier épisode de la première saison de Prison Break. Je la saigne. Enfin, je la saigne. Je regarde un épisode à chaque fois que je mange, quoi. Donc je regarde 3 épisodes par jour. Ouais, pas au goûter. Bref, et pas auprès de... Bref. Je vous montre ce que je mange là pour le petit-déj. Donc on y va. Ici, j'ai 100 grammes de blanc d'œuf avec un œuf entier. Là, j'ai 10 grammes de beurre de cacahuète. Ici, 100 grammes de framboise. Ici, j'ai 50 grammes de farine d'avoine. Ici, c'est celle de chez Good Morning. C'est le goût bonbon croquante. C'est genre Ferrero Rocher en fait. Là, j'ai mes compléments alimentaires et mon café. Voilà. Donc voilà pour ça. Et du coup, pour faire un petit topo aussi, parce que hier c'était bilan avec Mika, c'est pour ça qu'il m'a dit de faire un carbs up aujourd'hui. Je vais vous mettre des photos à l'écran du bilan. Ce qui ressort, c'est que on est très content. Là, Mika me dit que au niveau du fessier, on a pris en fait en masse musculaire, il est plus dense, il est plus dur, plus ferme en fait, donc ça c'est cool. Et sinon le reste c'est très bien. On essaye de conserver toujours une belle composition corporelle. De toute façon l'objectif il est le même tout le temps, peu importe la phase j'ai envie de dire. C'est toujours d'optimiser la composition corporelle, d'aller chercher à créer du tissu musculaire assez propre. Donc voilà. Là, il me fait un carbs up ici sur le jour de repos pour bien récupérer parce que je sentais que j'avais les jambes qui tiraient, un peu pas mal même de fatigue accumulée. Donc et le poids qui est assez stagnant aussi. Donc voilà, ça peut que faire du bien, on va dire. Donc carbs up aujourd'hui, demain après-demain entraînement. Ce week-end, full repos, donc 2 jours off d'affilée. Il m'a fait une modif sur les jours off. Il m'a baissé un petit peu la diète pour aller creuser l'écart justement entre les calories de jour d'entraînement et les calories de jour de repos. Voilà, pour voir un petit peu sur la semaine comment ça bouge. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais faire un petit peu de posing hier, mais j'étais trop en retard. Enfin, en fait, la salle elle était blindée.
Les gens, ils font leurs exercices, je sais pas moi, d'abdos, les finishers, des fois des filles qui vont s'isoler dans la salle, etc. Parce qu'elles sont plus à l'aise. Mais du coup, ils se mettaient devant les miroirs, en fait. Ils étaient vraiment collés au miroir, donc je pouvais rien faire. Donc je voulais faire du posing dans l'autre petite salle où il n'y a pas de miroir, mais en fait, le temps de m'installer, de tout mettre en place et tout, il était déjà 12h30, donc j'ai dit c'est mort. Donc voilà, j'essaierai de faire un petit peu de posing aujourd'hui, si j'ai le temps. Franchement, ce sera pas ma priorité, c'est sûr. Parce que priorité au travail. Si j'ai le temps, je le fais. Sinon, demain, en post-training, là, je le ferai pour sûr. C'est parce que aussi hier, je suis arrivée tard à la salle. Mais demain, je vais y aller plus tôt pour m'assurer de pouvoir faire du posing. Et je vous le filmerai un petit peu parce que je travaille pas mal sur les pauses obligatoires. Ça, c'est vraiment... si j'ai un conseil à vous donner, misez tout sur les pauses obligatoires. Peu importe votre fédération. Donc, quand je parle de pauses obligatoires, c'est vraiment la comparaison, en fait. La routine de comparaison. Pourquoi ? Parce que c'est là que se fait le classement, en fait. Vraiment, quasiment, je dirais, à 80%. Alors, bien évidemment, ça dépend pas que de vous, ça va dépendre du line-up, mais plus vous allez maîtriser les pauses obligatoires, maîtriser votre posing, plus ce sera des points pour vous, en plus de la masse musculaire. Donc le classement, il se fait quasiment que là. Après, effectivement, il est confirmé par les routines individuelles si vous avez la possibilité de la faire. C'est aussi pour ça que je vous dis de tout miser sur les routines de comparaison, c'est parce que dans certaines fédérations, style IFBB, vous n'êtes même pas assuré de faire votre routine individuelle. Donc voilà, si vous faites votre routine individuelle, que vous avez la possibilité de la faire, ce sera que du bonus pour vous, parce que ça va montrer la fluidité, d'autres poses, d'autres angles, etc. Voilà pourquoi je veux mettre bien l'accent ici sur les comparaisons. Et je bosse aussi à fond parce que j'ai changé complètement ma routine individuelle, comme je vous l'ai dit avec Annabelle, on a tout revu. Ouais, j'ai quasiment tout changé. Du coup, voilà, le temps de bien l'intégrer, juste au niveau de l'enchaînement, parce que vous connaissez ma mémoire, voilà quoi. Et ensuite de rendre les transitions fluides, d'ajuster les placements, ça prend du temps en fait. Pour que tout devienne automatique et qu'on n'ait plus à y penser, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, moi je m'y mets tout de suite, c'est pas parce que je suis en off que je bosse pas ça. Au contraire, ça permet de peaufiner. Quand on est en prépa et même en fin de prépa, on n'a pas envie de faire du posing en fait, on n'a pas beaucoup d'énergie, donc je veux vraiment optimiser ça maintenant pour que la prochaine prépa je sois tranquille, j'ai juste à répéter en fait. Je vais répéter un automatisme bien ancré, mais pas avoir cet aspect d'apprentissage, de construction à faire. Voilà, bref, je vais manger, j'ai trop faim. Ouais, je vous reprends, là il est 11h20, je viens de filmer 2 réels sur le post-compète. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Un réel sur la partie plutôt alimentation et un réel sur la partie plutôt mindset. Parce que c'est vraiment une période très compliquée. Honnêtement, le post-compétition, c'est plus compliqué que la prépa en elle-même, je pense. Parce que la prépa, en fait, on a un objectif, on a une date, on se visualise sur scène, on veut gagner, donc on donne tout. Et effectivement, c'est entre guillemets plus facile d'avoir ce côté, ok, je renonce à de la satisfaction immédiate, donc à des envies, style, je sais pas, manger un cookie, sortir au restaurant, pour avoir une satisfaction différée, qui est du coup de se voir sec sur scène, de présenter le meilleur physique, etc. En post-compétition, il faut garder cet état d'esprit de satisfaction différée. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que il n'y a plus rien, entre guillemets, qui nous tient. Il n'y a plus de date, il n'y a plus de scène. On se visualise beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que la prochaine date, elle paraît très loin. C'est la saison d'après. Donc on a le temps, en fait. Donc pourquoi continuer à se frustrer, à ne pas répondre à ses envies maintenant, alors que la prochaine date, on la connaît même pas finalement. C'est potentiellement dans 1 an, peut-être 2 ans. Donc on se dit que oui, en fait, je peux manger un cookie maintenant, oui, je peux répondre à mes envies, etc. Mais en fait, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que quand on répond à ses envies à l'instant T, généralement, on peut basculer dans 2 choses. Les pensées permissives, c'est-à-dire de se dire oui, mais c'est pas grave, c'est qu'un cookie. Oui, mais c'est pas grave, c'est que ça. Oui, mais c'est pas grave. Et en fait, en soi, c'est ok. Mais oui, c'est pas grave, fois 10 fois dans la journée, en fait, vous vous retrouvez à manger 10 cookies, quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir un équilibre
qui est assez difficile parce que comme, en fait, c'est... Comment expliquer ? C'est compliqué parce que c'est vaste en fait. Parce que la privation sur le cerveau crée de la frustration. Et quand on a accès à ce dont on s'était privé, comme il y a eu de la frustration en plus, on va avoir tendance à vouloir compenser. Donc au lieu de manger un gâteau au début qui nous donnait envie, comme on a été frustré de ne pas pouvoir en manger, on va vouloir compenser et finalement c'est pas un gâteau qu'on va se retrouver à manger, c'est 3, 4, 5. Des fois on peut perdre le contrôle. On peut perdre le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a les hormones de la faim qui sont déréglées à cause du fait d'avoir un taux de masse grasse très bas. C'est la leptine et la gréline, les 2 hormones de la faim, qui sont déréglées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a faim, tout le temps faim, et on ne se sent pas rassasié. Donc en fait, vous prenez les hormones de la faim qui sont déréglées, avec les envies, avec la privation, avec la frustration. En fait, ça fait un cocktail explosif. C'est-à-dire que si vous commencez à manger des aliments plaisir sans vous mesurer, sans être consciente de ce que vous faites, et enfin je dis vous, etc., mais c'est une façon de parler. Je veux pas avoir un discours culpabilisant, au contraire c'est pour expliquer le mécanisme et pourquoi c'est super dur justement de réussir à se contrôler. Du coup je disais quoi ? Ouais, en gros ça donne un cocktail explosif et c'est ça, c'est que si on n'a pas un cadre avec un équilibre, bah on peut basculer et perdre le contrôle. Et c'est ça qu'on voit souvent malheureusement en post-compète, c'est qu'on a du mal à gérer tout ça et du coup on s'autorise à manger sauf qu'on perd le contrôle parce que on a besoin de se sentir rassasié. Et le problème, c'est que comme les hormones sont déréglées, c'est pas le cerveau qui va envoyer le signal à l'estomac en disant « Ah bah c'est bon, là j'ai plus faim, je suis rassasié ». C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'estomac, c'est un signal physique qui va être envoyé au cerveau pour dire « Ah là c'est bon, stop, je suis rassasié ». Mais pour que ce signal arrive, il faut être vraiment dans le mal, dans un mal physique, c'est-à-dire le ventre vraiment éclaté quoi. Donc c'est ça. C'est ça qui se passe et c'est pour ça qu'il faut être smart en post-compète. Il faut... c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire que il faut garder son préparateur. Ça, c'est super, super important. Ça vous permet d'avoir un cadre, d'avoir des bilans. Le fait d'avoir... Même si les bilans sont moins réguliers, le fait d'avoir un bilan par semaine, vous dites « Ok, j'ai un compte-rendu à faire avec le coach. » On sait comment ça se passe. On a un peu attendu au tournant. Donc, ça nous aide à nous tenir engagés. Ça, c'est une première chose. Il faut que le prépa, il augmente la diète et qu'il intègre des aliments plaisir à l'intérieur. Donc trouver une forme de flexibilité, ça peut être soit réintégrer un repas libre par semaine, soit intégrer un aliment plaisir par jour, soit juste d'augmenter la diète et de remettre, si vous aimez bien la crème de riz, farine d'avoine, d'en mettre en plus grosse quantité. Il n'y a pas de réponse universelle parce que chaque post-compétition est différent d'une personne à une autre, chaque post-compétition est différent sur une même personne d'une saison à une autre, j'ai envie de dire, parce que ça dépend aussi de votre expérience. Voilà, on réagit pas de la même façon. Si c'est notre premier post-compète, de notre deuxième post-compète, déjà, ça dépend de l'environnement aussi dans lequel vous êtes, la mentalité dans laquelle vous êtes aussi. Le mindset, il joue un très grand rôle là-dedans. Donc déjà parce qu'on traverse une période un petit peu de vide, de down. Il y a eu toute cette euphorie autour de la compétition. C'est-à-dire qu'à la fin, plus la date approche, plus on sent cet engouement monter. C'est-à-dire qu'on a des bilans plus réguliers avec le préparateur. Le physique, il bouge de jour en jour. On se voit écorché. Il y a le dry out, c'est-à-dire qu'on vient vraiment enlever l'eau sous-cutanée qui pourrait rester. Donc on se voit vraiment écorché, avec vraiment le meilleur physique qu'on a eu. On reçoit plein de messages d'encouragement qui nous donnent un max de force. Il y a la date qui arrive, on est sur scène, le tan, les paillettes, le post-compète. Voilà, c'est trop bien. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation. Et en fait, le lendemain de la compétition, il y a un peu tout qui retombe. C'est-à-dire qu'on a un peu, entre guillemets, moins le centre de l'attention, même si c'est pas pour ça qu'il faut le faire, hein, clairement. Mais on reçoit moins de messages, moins de force. Et encore, je trouve que c'est progressif. Je dirais que ça prend une semaine et ça redescend progressivement parce qu'on peut encore recevoir des messages de félicitations. On reçoit aussi nos photos de scène. Voilà. Et en fait, en l'espace de quelques jours, on est déjà très nostalgique. On a l'impression que c'était il y a déjà un mois, en fait.
alors que c'était il y a quelques jours, et on a déjà envie d'y retourner. Et du coup, tout ça mis bout à bout, plus le fait que mentalement on a des envies, on peut voilà, être un petit peu en lutte avec soi-même, bah, ça fait qu'on traverse une période un petit peu de down, de vide. Donc ça aussi, il faut le gérer. Il faut essayer de garder en tête que le bodybuilding, c'est avant tout un lifestyle. C'est 365 jours par an. C'est une façon de vivre. Et donc, ne pas avoir cette mentalité, là je suis en prépa, là je suis plus en prépa. La prépa, c'est tout le temps. Il y a des périodes où on va avoir une phase de sèche et il y a des périodes où on va avoir une phase de construction. Donc là, la sèche est terminée, la compétition est passée, on passe sur une nouvelle phase du process qui est la phase de construction. Donc, votre pourquoi, il doit rester le même finalement. Votre pourquoi, il est inchangé. Donc, bien se reconnecter à son pourquoi, ça va nous aider. Parce que ça va nous aider à mettre du sens dans nos actions de pourquoi je fais les choses, pourquoi je continue à faire attention à ma diète, pourquoi je continue les entraînements, pourquoi je continue le cardio. Alors oui, les variables, elles vont changer. On va baisser le cardio, on va augmenter la diète, et ça va être cool. Ça va être cool parce que ça va nous libérer du temps. En fait, voilà, c'est ça aussi que je veux amener, c'est que voyez ça comme une opportunité, en fait. La phase de rebond post-compète, c'est une belle opportunité. D'un point de vue construction musculaire, parce qu'avec un taux de body fat aussi bas, quand on a peu de masse grasse, en fait, le corps, avec les bons nutriments qu'on va lui envoyer, il est capable de créer pas mal de tissus musculaires. Donc c'est une belle fenêtre anabolique, en fait. Donc ça, la baisse du cardio fait que vous allez gagner du temps. Ça va vous aider à récupérer, d'accord ? Votre corps, physiquement, ça va l'aider à récupérer, à souffler un petit peu, parce que c'est vrai qu'à la fin, c'est intense, avec le peu d'énergie via les calories, les entraînements intenses, le cardio assez soutenu et assez long qu'on peut avoir en fin de prépa. Voilà, d'avoir un petit peu plus de temps, moins de cardio, ça va permettre au corps de récupérer. Le mental aussi, tout ça c'est vraiment épuisant mentalement, nerveusement. Le corps, il a besoin de se remettre de tout ça. Donc voyez ça comme une opportunité d'avoir plus de temps de récupérer, d'avoir plus de temps pour faire des choses que vous ne faisiez plus. Ça peut être, je sais pas moi, lire, prendre du temps pour votre récupération, faire des étirements, prendre du temps pour voir vos proches, retrouver un peu une vie sociale et faire en sorte aussi que la vie sociale ce soit pas juste de se retrouver autour de moments de bouffe, quoi, on va dire. Et voilà, profiter de ces moments sociaux pour faire des choses, des activités, juste passer du temps avec vos proches, chose qui en fin de prépa peut être aussi difficile, hein, parce que c'est énergivore d'avoir des gens autour de soi, de sortir en fait, juste de vivre à la fin, c'est compliqué. C'est un sujet qui est très vaste, franchement, parce que tout est interconnecté, tout est lié. Il faut pas s'enfermer aussi, c'est important d'en parler autour de soi. Alors avec la famille qui va pas forcément comprendre pourquoi c'est difficile, avec d'autres athlètes qui là sont plus enclins à comprendre parce qu'ils traversent eux aussi ce genre de période-là. Voilà, en parler, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, je trouve que c'est un signe de force. Ça vous évite de vous enfermer et de vous sentir seul. Juste de voir qu'il y a d'autres personnes qui traversent ces moments difficiles, ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider à traverser ça. Dites-vous aussi que c'est temporaire. Tout est cyclique dans la vie, donc c'est une phase qui est temporaire. Aussi, gardez en tête que c'est une phase qui est normale. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas différent des autres, vous n'êtes pas en train de mal gérer votre post-compète. Non, c'est une phase qui est normale. C'est une réponse physiologique du corps. Donc acceptez-la, comme vous avez accepté la fin en prépa, acceptez cette phase-là, de savoir ce qui se passe dans votre corps, de comprendre, ça vous permet déjà de mieux traverser, je trouve, cette période-là. Et aussi, ça vous permet de vous raccrocher au fait que c'est temporaire. C'est normal, c'est temporaire. C'est le temps aussi qu'il faut pour retrouver un équilibre. Et dites-vous bien que ça va aller que en s'améliorant. Vous allez retrouver votre sentiment de satiété, vous n'allez plus avoir faim, vous allez retrouver de l'énergie aux entraînements, vous allez retrouver des charges, de la congestion, vous allez récupérer physiquement, vous allez vous sentir moins fatigué et en fait tout ça, ça va créer un cercle vertueux. D'accord ? Donc raccrochez-vous à ça, reconnectez-vous bien à votre pourquoi parce que ça vous aide aussi à mettre du sens dans vos actions.
Et voilà, comme je l'ai dit, pensez bien au fait que c'est un lifestyle et pensez bien aussi au fait qu'on a envie de progresser. Et le bodybuilding, le but c'est toujours pareil, d'optimiser sa composition corporelle d'année en année, aussi bien sur la phase de sèche pour présenter un physique plus abouti sur scène, mais aussi bien sur la phase de off. C'est super intéressant de comparer ces photos d'un off-season à l'autre parce que vous allez voir que votre composition corporelle s'améliore. Vous avez moins de masse grasse, vous avez plus de masse musculaire, une meilleure densité. Ça se fait avec le temps, ça se construit avec le temps. Rien ne remplace le temps, il n'y a pas de raccourci. De toute façon, enfin, voilà. Bref, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a tellement à dire. Mais voilà, moi je vous partage tout ça pour vous donner potentiellement des clés, une autre vision aussi de tout ça, parce que je trouve que quand on est au courant, on l'appréhende différemment, et aussi, comme je viens de le dire, rien ne remplace l'expérience d'un post-compétition à un autre. Vous allez savoir, voilà, vous savez que ça sert à rien de remplir ses placards de gâteaux, parce que à part vous donner des envies, ça va pas vous aider à gérer votre post-compète. Vous savez après que justement il faut éviter d'avoir ce switch on-off en se disant après telle date je pourrais remanger, je n'aurai plus faim, j'aurai de l'énergie à l'entraînement, parce que c'est faux. Enfin, c'est vrai, mais ça va mettre du temps à revenir. En fait, comme la prépa ça s'est fait c'est environ 20 semaines. Voilà, en 20 semaines, vous êtes arrivé à ce physique-là et à ce niveau d'épuisement-là, vous pouvez pas espérer en 2 jours tout rattraper. C'est pas possible. Je dirais pas que c'est équivalent, parce qu'on met pas non plus 20 semaines à s'en remettre, mais je dirais qu'il faut bien 1 mois et demi, 2 mois pour se sentir à nouveau soi. Voilà, ça c'est quelque chose qui va faire sens, je pense, chez certains athlètes, se sentir à nouveau soi avec l'envie de faire des choses, la motivation, etc. Ça met du temps à revenir. Et je dirais que c'est un peu corrélé dans le sens où plus vous allez loin dans votre prépa, plus ça peut mettre un petit peu de temps à revenir. Et encore, de par mon expérience perso, je dirais quand même que ça revient assez rapidement, parce que j'ai pas mis 11 mois à me remettre de ma prépa qui a duré 11 mois. Mais effectivement, il m'a fallu quand même, je dirais 6-8 semaines, ouais 6-8 semaines. Après, bien évidemment, ça c'est ma vision, c'est mon expérience personnelle. Le but, encore une fois, c'est pas d'avoir un discours culpabilisant, au contraire, c'est d'essayer de vous donner des clés pour traverser cette période qui est difficile et de vous donner peut-être une autre vision des choses, pareil, encore une fois, pour vous aider. Moi, le but, c'est de partager, en fait. Donc, loin de moi l'idée de culpabiliser qui que ce soit. Voilà ce que je peux vous dire ici. Je profite en fait de partager tout ça parce que c'est des sujets qui sont super importants. On dit souvent que le post-compétition, c'est un sujet qui est moins abordé. Oui et non, parce que en fait ce qu'on voit c'est beaucoup de femmes qui ont des difficultés, alors je dis femmes parce que voilà, moi je suis plutôt des athlètes féminines, mais il y a aussi côté masculin ce genre de difficultés là, parce qu'on est tous pareils, on passe tous par les mêmes choses. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des difficultés avec le post-compétition au niveau alimentation, au niveau mindset, c'est ce côté un petit peu de déprime. Et j'ai l'impression que quand on voit des post-compétitions entre guillemets mieux gérées, c'est un peu mal vu en fait. C'est un peu en mode, je sais pas, ça vient culpabiliser d'autres gens, alors que c'est pas le but. Chacun deal à sa façon, chacun le gère à sa façon. Après, c'est pareil. Tout dépend aussi de votre objectif. Si votre objectif c'était de faire une scène pour vous dire je l'ai fait, pour vous challenger sur est-ce que je suis capable de tenir une diète pendant autant de temps, voir son physique un petit peu écorché sur scène, et voilà, juste vraiment le vivre en tant qu'expérience perso, c'est tout. Si vous avez une vision long terme et envie de performer dans le sport qu'est le bodybuilding, alors effectivement, il faut voir ça comme un processus global avec différentes phases, une phase de on, une phase de off. Et à ce moment-là, ça peut vous aider. Mais c'est un tout, quoi. Et c'est difficile parce que, comme je le disais, tout s'imbrique, en fait. Tout est lié et c'est vraiment... c'est un gros bordel. Pour résumer ça. C'est compliqué. Et moi, je dis souvent, le post-compétition, c'est plus dur que la sèche en elle-même. Parce qu'il n'y a plus... cette date-là qui tient, auquel se raccrocher. Il faut se raccrocher à autre chose. Au fait que, on cherche à
développer son physique, que la prochaine saison c'est demain. Enfin voilà, tout ce que je viens de vous dire, je vais pas me répéter, je me répète déjà assez. Mais bref, je trouve ça important de partager ma vision parce que ça peut vous aider. Aussi parce que je peux vous aider donc au travers de mon partage d'expérience. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé sur YouTube, je crois pas. Mais j'ai lancé aussi des consultations mindset pour aider justement d'autres athlètes. Alors, ça c'est pas focus que athlète, mais on peut parler de ça en consultation, la gestion du post-compète. Mais c'est assez large en fait. C'est mindset dans sa globalité, ça peut être la gestion des émotions, travailler sur son pourquoi, travailler sur la peur du jugement, le regard des autres. Enfin, c'est assez varié en fait, puisque ça s'adapte totalement à là où les problématiques que vous rencontrez. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description et vous avez aussi toutes les infos sur mon compte Instagram justine.bikini. J'ai noté aussi que vous aimiez bien ces parties blabla. Parfait, parce que j'adore ça, donc je vais pas hésiter. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous sur le post-compétition. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense aussi que je vais faire une boîte à questions sur Instagram. Peut-être pas pour ce vlog-là, parce que ça va faire trop long, je pense, sinon. Mais peut-être pour le prochain. Sachez que j'aime tout autant que vous filmer des parties blabla. Ce que j'aime moins dans ça, c'est le montage. Parce qu'il y a beaucoup de bugs, de tics de langage que je vous épargne. Mais ça va le faire. Bon, je vous ai pas trop repris aujourd'hui, j'ai pas mal enchaîné, j'ai pas mal bossé. Là, il est 19h50, je vais aller manger, je vous montre ce que je me suis préparé. Aujourd'hui, c'était Carbs Up, je vous ai complètement zappé. C'est horrible. J'ai pas du tout le réflexe, je vous ai filmé mon petit déj. Au déjeuner, après, c'était classique. C'était 120 g de riz cuit, 80 g de légumes, 70 g de poulet, comme d'hab, avec 20 g de kimchi. À la collation de cet après-midi, ce qui était pareil, c'était que j'avais de la whey. J'en avais un petit peu moins, 15 g au lieu de 20 g. J'avais de la crème de riz, un petit peu plus que d'habitude. J'en avais 50 g au lieu de 30 g. J'avais un petit peu... Non. J'avais 100 g de fruits rouges. J'ai pris une pomme. Enfin, j'ai pris 100 g de pommes, je veux dire. Et ce que j'avais en plus, c'était 10 g de miel et 10 g de chocolat noir 90%. Voilà. Et là, le Carbs Up, il est vraiment maintenant. Parce que je me suis fait un petit burger maison. Alors, à la base, je voulais me faire un bun maison et vous partager la recette. Sauf que c'était un gros fail. J'ai pas du tout réussi à faire une espèce de pâte comme je voulais. Donc bref, j'avais plus trop le temps. Donc j'ai pris du pain complet normal de boulangerie. J'en ai pris 50 g. Et je me suis fait un espèce de club sandwich comme ça ira très bien. Avec, je vais vous montrer, 200 g de patates douces que j'ai fait au air fryer en forme de frites. Et là voilà, j'ai du coup salade, un steak haché avec un petit peu de fromage, les tranches là. Ça c'est genre 40 calories. Donc voilà ce que je vais manger pour là. Et ce soir j'aurai encore ma glace comme d'habitude avec un petit peu de crème de riz. Et voilà, on sera bon pour aujourd'hui. On est jeudi 5 juin, il est 10h50 et du coup, je vais vous retracer un petit peu ces derniers jours / semaines. J'avais continué à filmer pour les vlogs et en fait, il y a 2 semaines, j'ai accusé un gros coup de fatigue. J'arrivais plus à faire de montage, je faisais pas grand chose à vrai dire. Je faisais le minimum, enfin le strictement obligatoire, c'est-à-dire mon travail quoi, avec mes coachés et ma routine. Mais j'avoue que c'était assez dur. Je peux pas vraiment l'expliquer dans le sens où il n'y a pas eu un élément déclencheur. C'est simplement de la fatigue accumulée. De toute façon, je vais revenir dessus parce que on a mis en place des choses évidemment. Le but c'est pas que je tire sans cesse sur la corde. Si j'ai un gros coup de fatigue, c'est des signaux d'alarme de mon corps. Donc voilà, il faut les écouter et ajuster. Du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant de documenter ça et de vous le partager. Donc je filme, j'avoue que je suis encore très fatiguée. Mais voilà, on va voir. Je vais vraiment essayer de me remettre dans le rythme du montage. Du coup, pour faire le point un petit peu sur la situation actuelle, donc je disais il y a 2 semaines, j'ai accusé un gros coup de fatigue. Donc je l'ai ressenti vraiment physiquement, c'est-à-dire que j'étais éclatée. Je me sentais vraiment KO de chez KO. Ma récupération commençait à être vraiment
très compliqué, c'est-à-dire courbature H24. J'avais les jambes qui commençaient de tirer, vraiment les jambes lourdes au réveil, les jambes qui tirent sans cesse en fait. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc fatigue plus mauvaise récupération. Et en fait, le temps a passé et ça s'est pas arrangé. Ça s'est pas du tout arrangé. Mon poids a commencé à bien augmenter, ce qui est aussi signe d'inflammation en fait. Le poids qui augmente les lendemains de jours d'entraînement et qui diminue, voire qui diminue pas les lendemains de jours off. Et mentalement aussi, j'ai commencé à être saoulée en fait. À être saoulée de ça. Et je sais pas comment dire, mais psychologiquement, ouais, ça a commencé. En fait, c'est ça, c'est que comme j'avais une mauvaise récupération, je commençais aussi de galérer à mes entraînements. Donc, je tentais de maintenir tant bien que mal mes charges, mais il y a des exos où j'ai dû baisser mes charges parce que vraiment, j'arrivais plus. Et progressivement, j'arrivais plus du tout à mettre d'intensité. J'ai continué à être très fatiguée, récupération très mauvaise. Et mentalement, ça a commencé de m'atteindre, j'ai envie de dire, dans le sens où j'avais plus envie d'aller m'entraîner parce que juste de penser à l'entraînement et à l'intensité que je devais mettre alors que j'étais fracassée, ça devenait une corvée, ça devenait très pénible. Juste le cardio à jeun sur le vélo devenait pénible, difficile, j'avais pas envie en fait. Donc voilà, mentalement, j'ai commencé d'être aussi un peu saoulée, je me sentais forcée d'aller à l'entraînement, etc. Je prenais pas de plaisir parce qu'en fait, ça devenait très frustrant. Ouais, tout était frustrant dans le sens où je vais à l'entraînement, je sais que je vais galérer. Juste d'y penser, c'est une corvée, c'est une contrainte. Pas de plaisir, donc pas de plaisir à l'entraînement, aucune force en fait, vraiment la sensation d'avoir aucune force, donc je peux mettre aucune intensité, je vois mes charges baisser au lieu de les voir augmenter, donc frustrant pour ça. Et puis arrivé à la maison, je suis KO. Je suis KO H24, je me traîne pour tout faire, j'ai aucune envie de rien faire, aucune motivation. J'essaye tant bien que mal de rester le plus possible allongée. Franchement, j'ai jamais autant dormi de ma vie, autant focus sur mon sommeil, autant focus sur ma récupération, à faire des étirements, bottes de pressothérapie. J'ai kiné une fois par semaine. Je fais des bains au sel d'Epsom, des saunas. À un moment donné, je peux pas faire plus que ça. Et malgré tout ce que j'avais mis en place, il n'y a rien qui allait. Donc, évidemment, j'en avais déjà parlé à Mika et je continue de lui en parler. Là, au dernier bilan, on a refait un point global et je pense, je peux pas être sûre à 100%, mais je pense que je serais potentiellement en surentraînement. C'est assez rare, en fait. C'est pour ça que je dis que je suis pas sûre à 100%, parce que le surentraînement, c'est vraiment... c'est vraiment pas courant. Après, le surentraînement, c'est pas juste de se dire... je me suis entraînée intensément pendant très longtemps avec beaucoup de charges. Moi, c'est ça que je pensais à la base, parce que je me suis dit, je peux pas être en surentraînement, j'ai pas des charges de ouf. On a réduit mon nombre d'entraînements, je m'entraîne plus que 4 fois par semaine, alors que pendant des années, je faisais 5 entraînements par semaine. Donc je pensais pas, mais en fait, c'est vrai que le surentraînement, ça englobe aussi d'autres facteurs, c'est multifactoriel. En fait, il n'y a pas que l'entraînement lui-même, ça va être aussi la récupération, les jambes lourdes, c'est un gros facteur aussi. Ce côté un petit peu état d'esprit, vraiment d'être saoulé en fait par l'entraînement. Faut comprendre que c'est très particulier à vivre parce que moi l'entraînement c'est ma passion. C'est quelque chose qui est très important dans mon quotidien, dans mon rythme de vie, pour mon bien-être. Je pense que tous ceux qui font du sport régulièrement, dans le cadre de compétition ou pas, comprennent ce que je veux dire. Mais c'est vraiment cette passion-là, cette envie de dépassement de soi qui m'a emmenée vers le bodybuilding et vers les compétitions. Donc là, en fait, j'en étais rendue à ce que ma passion me dégoûte presque, en fait, à être dégoûtée de ma passion, alors que c'est ma passion qui m'a emmenée là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez le délire. Donc c'est chaud quoi, et c'est chiant, c'est très très chiant. Donc voilà, je pense au surentraînement, c'est pas dit que ce soit ça à 100%, ça englobe aussi cet aspect de fatigue chronique on va dire. Du coup, à mon bilan de mardi, on a fait le point avec Mika, et moi ce que je lui avais dit c'était de peut-être partir en deload. Lui me propose carrément une diet break, diet break c'est faire un break de la diète comme son nom l'indique, avec le sport et le cardio en plus ou pas. Donc je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, il y a des gens qui font des diet break
que sur la partie nutrition. Mais ça peut aussi englober cet aspect entraînement, cardio, dépenses énergétiques. Donc là, c'est ce qu'on fait. On fait vraiment on fait un break en fait total, plus que diet break. Donc là, je suis en off d'entraînement jusqu'à dimanche inclus. Hier, je le compte parce que c'était le premier jour de break, mais en vrai, c'était un jour off. C'est le mercredi, je m'entraîne pas. Donc aujourd'hui, on est au 2e jour et je ne m'entraîne pas jusqu'à dimanche minimum. Et vous voyez, quand Mika m'a dit ça, bah, ça m'a soulagée en fait. Pour dire à quel point j'étais à bout. Donc off d'entraînement jusqu'à dimanche, ça nous fait 5 jours consécutifs de off. Pas de cardio à jeun le matin sur le vélo. De toute façon, je comptais basculer sur de la marche sur tapis parce que comme je vous l'ai dit, ça devenait trop taxant. C'est là où vous vous rendez compte à quel point je suis KO pour en arriver au point de dire que faire 25 minutes de vélo d'appartement en cardio à jeun, ça devient trop taxant pour moi. En termes d'intensité, c'est chaud. Donc voilà, je pense quand on reprendra, je testerai sur le tapis pour voir en fait si ça me convient mieux. Donc là, l'idée c'est quand même de faire un minimum d'activité à jeun pour dire de relancer le système digestif, etc. Donc on fait juste la balade avec Misha. Voilà, je fais 20-30 minutes de marche tranquille avec Misha en extérieur. Et on a gardé quand même les 12 000 pas, histoire de rester un petit peu active. Sachant que je suis un jour off, voilà, il me faut quand même un minimum de dépenses. Donc voilà le plan pour la partie dépenses énergétiques. Au niveau de la diète, du coup, je tourne sur mes jours off. Mais par contre, il m'a quand même fait une augmentation d'environ 200 calories sur les jours off. Donc là, je suis rendue à, je sais plus exactement, ça doit être 1500 à peu près. 1500 calories sur le jour off. Donc on fait ça jusqu'à dimanche minimum. On verra dans quel état je suis. Là, comme j'ai dit, c'est que le 2e jour, donc j'ai pas encore assez de recul pour dire. Je me sens toujours aussi fatiguée. Les jambes commencent de moins me tirer, mais je les sens encore quand même bien lourdes. Donc voilà, là l'objectif c'est repos, récupération au maximum. Mais bon, à côté j'ai quand même du travail, donc je travaille quand même. Au niveau du mental, je me sens mieux ici parce que je sais que je dois pas m'entraîner, comme je vous l'ai dit, c'est un soulagement. Donc ça va. Là j'ai perdu, oui je sais plus si je l'avais dit, mon poids il faisait que d'augmenter, hein. J'avais pris quasiment 1 kg. Donc j'étais rendue à 50,2 au plus haut je crois. C'était hier. Et là aujourd'hui j'ai perdu 300 grammes, donc je suis redescendue à 49,9. Donc on verra un petit peu comment ça bouge. Donc voilà pour ça, je vous tiendrai au courant. On fera un point demain pour voir un petit peu où ça en est. Et un point un peu plus poussé dimanche pour voir si on repart ou si on continue le break sur plus de jours. Donc voilà pour le topo. Sachez que de faire un break comme ça, même si ça peut faire peur, c'est bénéfique. Dans certaines situations, certaines circonstances, vraiment, il faut le faire pour mieux repartir. C'est pas parce qu'on fait un break qu'on va tout perdre, que ça va tout annuler. Au contraire, là, je pense vraiment que j'en avais besoin. Mika, de toute façon, il était déjà très regardant sur ma récupération. Il avait vu quelques signaux d'alarme. C'était ici nécessaire. Ça va vraiment me permettre de repartir avec un nouveau souffle et de me ressentir mieux dans les entraînements. En fait, tirer ici encore plus alors que j'étais pas bien, ça aurait été encore pire et contre-productif dans le sens où déjà le corps répondait pas. On voit bien que le corps il répond plus, il va pas dans la direction attendue. Donc tirer, toujours plus, ça peut être contre-productif parce que le corps est épuisé, donc il y a potentiellement un risque de blessure. Vous allez vous cramer, psychologiquement, quand on n'a pas envie d'aller s'entraîner, c'est vraiment dur. Sachant que je suis pas en prépa, quand on est en prépa, discipline, et encore, c'est pas parce qu'on est en prépa que ça peut pas justifier de faire un break si c'est nécessaire. Mais voilà, sachez que c'est pas parce qu'on fait un break que c'est contre-productif. Des fois, c'est beaucoup mieux de faire ça et de repartir avec un nouveau souffle, plus d'entrain, reposer, pouvoir se sentir mieux à l'entraînement, pouvoir progresser à nouveau, plutôt que de tirer toujours plus, de s'affaiblir, d'épuiser son corps et de finir en burn-out et potentiellement, comme je disais, se blesser. Donc voilà, c'est super important de s'écouter et d'écouter les signaux du corps. Je veux dire, si le corps envoie ces signaux, faut pas les ignorer, c'est des alertes en fait, tout simplement.
Et surtout, faut pas oublier qu'on kiffe ce qu'on fait. Donc oui, il y a des jours où la motivation elle est pas là, on a la flemme, on est fatigué, certes. Je dis pas qu'il faut s'écouter tout le temps, il faut savoir différencier la flemme d'une vraie fatigue accumulée. Mais l'entraînement, ça reste une passion, un lifestyle. Et d'arriver à la salle et de pas pouvoir envoyer lourd, c'est très frustrant en fait. Donc voilà, je pense que ça va m'aider à bien repartir. Je vais vous filmer un petit peu ces prochains jours, même si en soi il va pas se passer grand chose parce que c'est juste un enchaînement de jours off, donc je vais pas mal bosser. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de documenter. On va voir comment la situation évolue sur les prochains jours, comment je me sens. Et puis voilà, ça fait un bon topo de base pour bien repartir. Je vais essayer de me mettre au montage directement, sinon ça va être compliqué. Ouais, je vous reprends parce que c'est ça que je vous ai pas dit en fait. Je suis en train de marcher en bossant là. Et du coup, comme je ne fais plus de cardio à jeun avant de promener Micha, ce temps-là, je le garde pour dormir plus. De façon générale, je dors très bien, je vous le dis tout le temps, j'ai aucun souci de sommeil. Ma tête ne pose pas l'oreiller que je dors déjà. Je dors d'une traite, je me réveille une fois la nuit pour aller aux toilettes. C'est vers 1h20 du matin, c'est quasiment toujours à la même heure. Et je me rendors directement. Habituellement, quand j'ai du cardio à jeun, je fais 23h, 6h40 le réveil. Donc ça me fait à peu près 7h30 de sommeil, on va dire. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que je me lève plus tard. Je me lève à 7h40 en ce moment. Et du coup, je suis allée voir... donc là, pour la nuit dernière, je sais pas si on va voir, je crois que ça retourne le truc. Mais j'ai un sommeil, ça me fait rire. Donc là, j'ai dormi 8h27. Sur les 8h27, j'ai dormi 7h32 en sommeil profond. C'est énorme. La moyenne, je crois que c'est 3-4 heures. Sur 8h27, ce serait 3-4 heures de sommeil lourd. En sommeil léger, j'ai passé que 36 minutes. Mouvement rapide des yeux, 15 minutes. Donc ça, c'est le sommeil REM. C'est un rapid eye movement. C'est quand on rêve, en fait. Et 4 minutes d'éveil. Donc c'est mon pipi à 1h20 du matin. Et du coup, je regarde hier. Donc hier, 8h38 de sommeil, 6h14 en sommeil lourd, 1h21 en sommeil léger, 59 minutes en mouvement rapide des yeux et 4 minutes d'éveil. Et le jour encore d'avant, donc ça c'était mardi, donc la nuit de lundi à mardi, où là je me réveillais encore normalement à 6h40. Donc là j'avais dormi 7h28, 5h50 en sommeil lourd, 59 minutes en sommeil léger, 27 minutes en mouvement rapide des yeux et 6 minutes d'éveil. Tout ça pour vous dire que j'ai un super bon sommeil, je me la pète. J'ai un sommeil de très bonne qualité, très réparateur, mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir quand même une fatigue accumulée, physique, mentale, émotionnelle aussi. En fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le système nerveux central qui est en PLS en fait. Donc voilà, là il y a besoin de faire un peu un reset pour bien repartir. Donc voilà, je continue tout ce que j'ai mis en place, à focus à fond sur mon sommeil. J'ai jamais eu de problème de sommeil. Le seul souci que j'avais avec ça, c'est que je ne dormais pas assez. Pendant des années, je dormais environ 5-6 heures grand max par nuit. Encore une fois, pas parce que j'arrivais pas à dormir, mais parce que je me couchais super tard et je me levais très tôt. Et voilà, je pense que tout ça, ça a joué. Là maintenant, je ne ferai plus ça. Je refuse de faire ça. Je mets vraiment mon sommeil en priorité numéro 1, ainsi que ma récupération. Donc voilà, ça fait que je tape des nuits de 8h40 avec 7 heures de sommeil profond. Donc ça montre que mon corps en a besoin et prend en fait. Donc voilà, bref, on continue. C'était juste pour vous partager ce petit point sommeil. C'est pas parce qu'on dort bien et qu'on dort suffisamment qu'on ne peut pas être en fatigue chronique. En fait, le meilleur indicateur, je dirais, au quotidien,
c'est au moment du réveil. Si vous vous réveillez et que vous vous sentez fatigué, tout le temps, bon voilà, ça arrive, on fait une mauvaise nuit, on se réveille, on est fatigué, c'est tout. Mais si vous avez un bon sommeil, que vous dormez vraiment bien, que vous faites des bonnes nuits réparatrices et que vous vous réveillez constamment fatigué, mais vraiment HS, hein, comme si vous pouviez rester toute la journée au lit en fait et continuer à dormir, ça c'est un signe. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ça c'est un signe. Si vous vous réveillez par contre et que vous êtes en forme, en énergie et que tout va bien, bah c'est ok. Mais voilà, ça c'est un indicateur. J'avais lu le bouquin sur le sommeil justement qui était super intéressant. Je vais vous montrer la référence après parce qu'il était vraiment très intéressant. Le sommeil c'est vraiment à la base de tout. Donc si vous devez faire un focus sur quelque chose, c'est bien ça. Et il y a tout un environnement et des paramètres à mettre en place qui peuvent vous aider. Par exemple, la température de votre chambre, le fait d'aller se coucher à des horaires réguliers, que le rythme circadien puisse se mettre en place et avoir une bonne libération de mélatonine au bon moment en fait. Moi je dors avec, ça a changé mes nuits, hein. Boule caisse, masque de nuit, peu importe, n'importe où je dors, même chez moi, même s'il n'y a pas de bruit ou quoi, maintenant je ne peux plus dormir sans. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est un exemple de quelques petites choses que vous pouvez rapidement implémenter et qui coûtent rien, j'ai envie de dire, enfin un masque de nuit et des boules caisses, voilà. Mais ça peut faire une grosse différence. Juste ça déjà, grosse différence. Donc bref, voilà, j'arrête. Évidemment, je suis pas spécialiste, donc je vous partage mon vécu, mon expérience et ce que j'ai lu de mes recherches. Mais c'est très intéressant parce que le sommeil intervient dans beaucoup de process. Enfin, avoir un bon sommeil, c'est vraiment la base pour tout ce qui va être mémoire, concentration, tout le système métabolique. Enfin, c'est soit votre allié, soit vous allez aller à l'encontre et votre corps il va vous mettre un gros stop. Dans le cadre d'une perte de gras et d'une siège de compétition par exemple, ça peut clairement vous mettre des bâtons dans les roues d'avoir une mauvaise récupération et un mauvais sommeil quoi. Coucou Micha. Et du coup, il est où le livre? C'est celui-ci. Donc, pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Ça, c'est vraiment une pépite. Si vous avez un livre à lire sur le sommeil, c'est celui-là. Il regroupe absolument tout. C'est un scientifique qui parle de l'importance du sommeil, des différentes phases du sommeil. Voilà, ça permet de tout comprendre en fait. Et aussi et surtout, il donne beaucoup de pistes pour améliorer la qualité de son sommeil. On est dimanche, il est 10h20. Je vous reprends pour clôturer le vlog parce que hier j'ai fait du montage et le vlog fait déjà 1 heure. Donc voilà, vous allez être servi niveau blabla. Mais pour vous donner quelques nouvelles, donc là ça fait 5 jours du coup que je suis en break. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ouais c'est ça. On attaque le 5e jour ici. Écoutez, ce petit break me fait beaucoup de bien physiquement. J'ai les jambes qui tirent beaucoup moins. Je me sens plus reposée aussi puisque j'ai pu dormir plus longtemps. Je fais des nuits de 8h30 en moyenne, donc ça fait beaucoup de bien. Moralement et nerveusement, ça me fait aussi beaucoup de bien. Donc écoutez, c'est parfait, c'était nécessaire pour mieux repartir avec un nouveau souffle. Je ferai le point avec Mika certainement dans la journée pour voir si on prolonge encore de quelques jours ou si je réattaque l'entraînement de demain. Voilà, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. Du coup, je clôture ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao!